Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. C'est votre rendez-vous de débat, chronique et reportage, 90 minutes et 2 grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité avec au sommaire de ce 24 novembre le Sénat qui commence à examiner le budget après le rejet massif et historique de l'Assemblée ce week-end. Les sénateurs de droite et du centre vont-ils revenir sur les folies fiscales de LFI et du Rassemblement national dénoncées par Bruno Retailleau? Le calendrier très serré permettra-t-il d'éviter de passer par une loi spéciale ou des ordonnances? Quelles seront les conséquences sur notre économie de ce qui ressemble à une farce politique des députés? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction le Mali où les djihadistes contrôlent les 3/4 du pays et menacent Bamako. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une stratégie d'étouffement progressif de Bamako. Ce n'est pas tant vouloir prendre Bamako, mais laisser Bamako s'effondrer de l'intérieur. Les djihadistes peuvent-ils faire du Mali un nouveau califat? Quels sont les risques d'effets dominos sur d'autres pays du Sahel? La France peut-elle retrouver de l'influence dans la région? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure sur ces djihadistes qui menacent le Mali. Vous pouvez réagir grâce à notre QR code. Vous pouvez aussi poser vos questions sur cette copie budgétaire que les sénateurs réécrivent depuis ce matin. Fabien Recker. Pour 1. Contre 404. Rejeté à la quasi-unanimité par les députés, le projet de loi de finances arrive au Sénat dans la version initiale du gouvernement. La majorité sénatoriale de droite et du centre compte bien imprimer sa marque sur le texte. Moins d'impôts, baisse de la dépense publique, et puis le rendez-vous qui est de tenir l'objectif de déficit, non pas, je dirais, pour la gloire du chiffre, mais parce que derrière cet objectif, c'est aussi l'amélioration de la situation de la France et des Français. En commission, les sénateurs ont supprimé la prolongation de l'impôt exceptionnel sur les grandes entreprises et prévu 4 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État, une copie anti-taxe qui rendrait un compromis final très incertain, avertit l'opposition. La copie du Sénat sera une copie qui sera conforme à ce que pense la majorité sénatoriale, ça c'est certain. Mais finalement, la phase qui va être la plus importante, c'est celle qui suit derrière, c'est-à-dire celle de la recherche ou non d'un compromis pour avoir un budget pour la France. Dans les colonnes du Parisien, le patron des LR, Bruno Retailleau, assumait pourtant ce week-end une ligne dure et le scénario d'un blocage sur le budget. Il vaut mieux une loi spéciale plutôt qu'un budget qui continuera de déclasser la France et appauvrir les Français. Une position jugée irresponsable et électoraliste par le Premier ministre. Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager. Avant d'examiner jeudi la loi de finances dans l'hémicycle, les sénateurs devraient rétablir demain la réforme des retraites tout juste mise sur pause par les députés. De quoi entretenir encore le grand flou budgétaire. Le Sénat peut-il nous sortir de ce flou, de cette crise politico-budgétaire? On en débat tout de suite avec Jean-François Husson. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR de Meurthe-et-Moselle et rapporteur de la Commission des Finances. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes économiste, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Valérie Lecable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Éditorialiste au quotidien Le Journal.info. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir constitutionnaliste Thomas. Et éditorialiste pour Sens Public. C'est folie fiscale des Insoumis et du Rassemblement national, c'est ce que dit Bruno Retailleau, on vient de l'entendre. Jean-François Husson, vous avez commencé ce matin à la Commission des Finances à revenir là-dessus. Vous parlez de folie fiscale, vous aussi? Non, d'abord, il y a un avantage à ce que la durée des débats, pour finalement, après 38 jours, avoir une adoption par un seul député, donc un rejet massif. Je pense que ça démontre que la méthode que le gouvernement et le chef de gouvernement ont définie a manifestement, en toute objectivité, échoué. Arrive le texte initial déposé par le gouvernement au Sénat. On repart de la copie initiale. Voilà. Donc, je le dis, ça facilite les choses par rapport à tout ce qui a pu être vu, lu et entendu, qui a plutôt d'ailleurs perdu les Français. Et j'insiste sur ce premier point. Si on ne veut pas
avoir demain des colères et des manifestations de mécontentement, il faut absolument tenter, ici au Sénat, de renouer avec des débats sérieux qui permettent de confronter les points de vue, mais surtout de tracer une ligne. Et je pense que le premier objectif, et je le dis pour le Sénat, mais je le dis pour toutes celles et tous ceux qui font de la politique ou qui n'en font pas, nous devons, la première des priorités, c'est de donner un budget à la France avant le 31 décembre de cette année. On y reviendra notamment sur ce calendrier. Isabelle Tisse-Saint-Jean, on a parfois eu le sentiment que les députés avaient oublié l'un des objectifs de ce budget, qui était de redresser les comptes publics. Alors on était parti de très très loin, des 44 milliards évoqués par l'ancien Premier ministre, François Bayrou. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table est capable de dire à combien on en était dans la dernière version du budget. Vous voyez ce que je veux dire ? On est complètement perdu. Alors, c'est effectivement l'une des grandes questions. C'est quelle trajectoire budgétaire ? Et là-dessus, il y a débat. En fait, il y a déjà, dès sur ce sujet-là, un débat pour des raisons qui sont des bonnes raisons, c'est-à-dire pas des raisons de politique politicienne, des bonnes raisons de stratégie de redressement des comptes publics. Et il y a effectivement une trajectoire qui est celle qu'adopte le gouvernement, que le Sénat, visiblement, s'apprête également à reprendre, qui est la trajectoire d'un rétablissement quand même brutal, puisqu'on passerait à 4,7% de déficit. Donc une nouvelle, parce que l'année 2025 a déjà été une année de redressement, et donc on redresserait de manière assez brutale et assez forte. Ça reste un déficit important, mais ce qu'il faut regarder, c'est la trajectoire. Or, on est un certain nombre d'économistes à dire attention, quand vous redressez trop brutalement, eh bien, le risque, c'est que quand vous êtes dans une situation de croissance faible, et on n'est pas tout seul à dire ça, c'est des travaux du FMI sur la base d'exemples concrets des politiques de redressement fiscal qui ont été faites, eh bien, quand vous êtes en situation de croissance faible et que vous redressez trop fort, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous cassez encore plus la croissance, les recettes ne rentrent pas, vous courez après le déficit et la dette, vous n'arrivez pas à la régler. Donc il y a deux chiffres, il y a les 5%, il y a les 4,7%, aller à 5%, c'est continuer le redressement, et honnêtement, ça paraît plus raisonnable que d'aller sur ce 4,7 qui est quand même très dur. Alors, on y reviendra, mais je voudrais quand même qu'on continue d'analyser ce qui s'est passé ce week-end. On l'a vu en ouverture de notre sujet, ce rejet massif, à une voix près, donc quasi unanime, par les députés de ce projet de loi de finances. Dans son édito du quotidien Les Échos, Dominique Seux parle, je le cite, d'un budget Groucho-Marx où l'aberrant et l'absurde se sont constamment fait la courte échelle. Valérie Lecable, analyse un peu générale. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'assister à une mauvaise farce, pour reprendre la sémantique Groucho-Marx, avec des 125, je crois, heures de débat, ou 135, pour finalement aboutir à ce rejet massif ? Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est 40 milliards d'euros de taxes et d'impôts supplémentaires. C'est-à-dire que pour arriver à ce déficit dont vous parlez, c'est surtout en cognant sur les taxes et les impôts. Donc, effectivement, il est hors de question que le Sénat retienne ce chiffre qui aurait effectivement pour tout de suite, ça casserait la croissance, ça empêcherait C'est déjà le cas, les entreprises n'investissent plus, les Français ne consomment plus, on est quand même dans un temps extrêmement dangereux et il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, ça va être Noël bientôt, les Français sont inquiets, il y a un taux d'épargne exceptionnel, donc il va falloir donner des signes positifs. Après, d'un point de vue purement politique, Sébastien Lecornu l'a dit tout à l'heure, chacun est en train de jouer sa carte. La présidentielle est dans 17 mois maintenant et chacun est en train de prendre des positions pour la suite et de montrer qui il est pour la suite. Donc c'est un peu comme un premier round politique d'observation où chacun a dévoilé ses cartes qui n'allaient pas du tout ensemble, au point que la gauche a trouvé que la droite était trop à droite et la droite a trouvé que la gauche était trop à gauche. Donc ce rejet massif. Après, si on essaye de voir la suite, le seul avantage pour Sébastien Lecornu aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même un, c'est qu'il connaît dans le détail les positions des uns et des autres. Il sait
où sont les cartes. Il sait mettre en face de chaque député son avis, ce qu'il veut, ce qu'il pense, etc. Et il continue à dire... On va y arriver. C'est ça qui est assez exceptionnel. Oui. C'est-à-dire que dans ce rejet absolument total, il est là en train de dire on va y arriver. Donc c'est là que les choses commencent. C'est-à-dire vous, les sénateurs... Commence ou recommence. Hein, recommence. Qu'est-ce que vous allez donner de tourner en rond. Est-ce que, je pense pas de possibilité de compromis. Je pense que vous allez le dire mieux que moi. Et la deuxième lecture à l'Assemblée, comment va-t-elle se passer ? L'objectif pour moi aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est la non-censure sur un texte qui pourrait recueillir un maximum de non-censure. On ne peut pas voter un budget quand on est dans l'opposition. Donc c'est terminé l'histoire. Même le bloc central qui est censé soutenir le gouvernement ne le vote pas. Donc on ne peut pas voter. Donc cette histoire de voter le budget, ça ne marche pas. Bon, on y reviendra et sur les différentes options possibles. Et vous allez pouvoir répondre évidemment à la question de la trajectoire budgétaire. Trop d'économies qui casseraient finalement la croissance. C'est à peu près ce que vous disiez. Mais vous vouliez intervenir, Anne-Charlène, une première fois. Moi, je voulais dire que tout n'est pas à jeter à la poubelle. L'Assemblée nationale a travaillé et le principe de départ, c'est de dire on n'utilisera pas l'article 49 alinéa 3. Donc on va laisser l'expression libre à tous les parlementaires, à tous les amendements, tous les sous-amendements. Et de ce fait, on a quand même vu ce qui s'était passé. Il y a eu des propositions qui ont été mises sur la table. Je rajoute que le gouvernement pourra tout à fait reprendre à son compte ce qu'il estimera être important dans ce qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Et je rajoute aussi un dernier point de technique, mais c'est que la deuxième lecture, dont on n'arrête pas de parler, n'est pas une deuxième lecture. En fait, ce sera une lecture après l'échec potentiel de la commission mixte paritaire, ce qui laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Donc, il n'est pas dit que le gouvernement ait dit complètement son dernier mot et l'Assemblée nationale avec. Alors, un mot sur la trajectoire budgétaire, puis après, on va détailler la proposition faite par le Premier ministre, parce qu'il y a une énième méthode, le cornu, avec éventuellement des débats thématiques qui pourraient remplacer le débat budgétaire. Bon, bref, je voudrais bien comprendre ce qui se passe là aussi. Mais d'abord, sur la trajectoire budgétaire. Jusqu'où on va dans les économies à faire ? Mais je pense que la trajectoire budgétaire, là j'ai un point de désaccord, elle n'est pas ni violente ni brutale. Parce que si on y va par pas d'amélioration de 0,4 points chaque année, on en a pour un certain temps. Il ne vous a pas échappé qu'on va avoir l'année de la présidentielle. C'est en général celle où on est les plus courageux. Et l'objectif, c'est 2029. Et moi, je le dis... Si on ne fait pas ces économies maintenant, on ne les fera pas dans les 2 prochaines années, grosso modo. Disons que ça va renchérir la difficulté. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux se donner la main. Et sur les entreprises et sur l'économie, de manière assez surprenante. Pour l'instant, l'économie française est encore, comment dire, résiliente. On a eu un sursaut de croissance au 3e trimestre qui nous permet de penser que l'objectif initial du projet de loi de finances pourrait être atteint 0,9. Oui, c'est pas glorieux. C'est 2 fois moins que la moyenne européenne. Croissance, hein. Voilà, 0,9. Voilà. C'est 2 fois moins que la moyenne européenne, qui elle-même est 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Néanmoins, c'est mieux qu'une récession. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument préserver, autant que faire se peut, notre appareil de production économique et donc nos entreprises, des plus grandes aux plus petites, qu'elles soient des entreprises individuelles ou qu'elles soient des PME, des TPE, des ETI. Pourquoi ? Parce que la création de valeur et de richesse, elle se fait par l'économie, par les entreprises, dont je rappelle, y compris l'industrie, qu'elle est dans tout le territoire national. Oui. Donc on a un effort à produire, et cet effort, si on fait un peu plus avec les entreprises, eh bien il faut un effort collectif des Français par ailleurs. ETI, je le rappelle, entreprise de taille intermédiaire. Pardon, plus de 250 salariés. C'est ça. Un mot de réponse sur la trajectoire. C'est-à-dire, effectivement, si on ne fait pas ces efforts maintenant, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à être encore plus face au mur et être obligé d'en faire des efforts encore plus difficiles à supporter pour notre économie dans 1 an et demi ou 2 ans ? Alors, effectivement, le premier élément, si on va à 5%, si on est sur une trajectoire de 5%, parce que c'est à peu près ça l'arbitrage, entre 5, même si le point d'atterrissage de l'analyse qui avait été fait par les députés sur le budget, on arrivait à une trajectoire de 4,1, mais il n'y avait pas eu l'analyse de la partie dépenses, donc ça aurait modifié. Bon. Mais là, en gros, il y a un arbitrage entre
la copie du gouvernement, visiblement repris par les sénateurs, et puis une trajectoire plus soft qui est aux alentours de 5. Il faut avoir en tête quand même que notre engagement auprès de l'Europe, il y a une marge de manœuvre, et si on est à 3,9, on est dans la copie européenne. Hein. Donc on ne s'écarte pas, parce que ça aussi c'est un argument qui a été pointé, notre crédibilité à l'égard des Européens. Donc on est franchement entre 5 et 3,9, c'est bon, on est à peu près... Bon. Et après, moi j'entends l'argument de l'année prochaine, c'est une année électorale, et alors donc du coup on ne fera pas les économies. Sauf qu'à un moment, on décide d'être sérieux et on décide que le budget, c'est une vraie histoire très importante et qu'il y a des contraintes. Oui, Saint-Jean, parce qu'on voit bien que déjà à 18 mois de l'échéance, personne n'est vraiment sérieux à l'Assemblée. Le risque est réel, à la fois sur effectivement une pression trop forte mise sur le tissu industriel, le tissu économique et les entreprises. Il y a un risque réel, mais il y a un risque réel aussi si vous mettez une pression trop forte sur les ménages en termes de fiscalité, sachant qu'on a quand même toute une partie de la population là, qui est en train de décrocher un taux de pauvreté qui augmente très fortement, qu'on a une consommation qui est quand même un moteur central de l'économie, qui est quasiment à l'arrêt, et donc du coup aller trop vite, trop fort, moi je dis, c'est pas raisonnable, il vaut mieux y aller petit pas par petit pas, enfin marche par marche, parce que c'est déjà 4 points, 0,4 points, c'est déjà significatif, surtout venant de là où on vient. Donc moi je ne suis pas convaincue par cet argument. On a entendu vos arguments à l'une et à l'autre, on va revenir sur la méthode ou la nouvelle méthode ou la énième méthode Le Cornu. Vous vouliez intervenir d'un mot là-dessus, Valérie Lecam, rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes. Oui, en quelques mots, je pense que tout ce détail-là, les Français s'y perdent, en fait, et que maintenant, ce qu'ils attendent, c'est un choc psychologique. C'est-à-dire qu'on sorte de ce bazar, en vérité. C'est-à-dire ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps qu'ils n'y comprennent rien, c'est terriblement anxiogène. Tous les jours, des gens très avertis, ça vient de m'arriver encore aujourd'hui, expliquent qu'il va falloir qu'ils ne payent je sais pas combien plus d'impôts et machin. Ils n'ont absolument pas compris que tout est annulé, effacé. Ils ont l'impression que ça y est, on va les tondre jusqu'au dernier sou et que donc ils vont cacher leur argent dans un bas de laine pour éviter qu'on leur pique. Ils en sont là aujourd'hui, les gens. Donc sincèrement, je pense qu'il faut essayer de sortir de ces détails de spécialistes auxquels, sincèrement, les Français n'arrivent plus à suivre parce que ça fait trop longtemps que ça dure et c'est trop contradictoire. C'est vrai qu'il y a eu des débats sur tel ou tel amendement. Exactement. On en a nous-mêmes parlé, et puis finalement ils n'en peuvent plus. Et tous ces amendements ont disparu. Tout a été voté contre. Donc je pense qu'ils attendent une trajectoire, une ligne, un objectif et un vote. Maintenant, on en est là. En fait. Bon, et donc un Premier ministre qui, de nouveau, est à la manœuvre. Ce matin, allocution depuis Matignon, il annonce, entre autres, vouloir de nouveau recevoir les chefs de parti et les syndicats et le patronat. On l'écoute. Oui, nous pouvons y arriver à la condition d'y travailler, de sortir aussi de cette situation de blocage politique que certains veulent installer comme étant au fond une toile de fond à la prochaine élection présidentielle. Et notamment, donc, cette proposition d'un vote lundi prochain, alors sur le budget de la défense, Jean-François Husson, mais il y a d'autres thématiques, défense, sécurité, énergie, agriculture. Ça pourrait quoi, remplacer le débat budgétaire en cours ? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais à quoi le Premier ministre fait-il allusion ? Je ne peux pas vous dire. Vous êtes perplexe, vous aussi ? Non, bah oui, et ça me gêne d'autant plus qu'il a souhaité me voir vendredi dernier. On a passé 1 heure ensemble. Il m'a absolument rien dit. Tout en me disant, je compte sur le sérieux travail du Sénat, etc. Donc, on va se le dire dans le blanc des yeux. De deux choses l'une. Soit on est là pour jouer à la politique, comme disent certains, à la popole, soit on parle, je dirais, du redressement des comptes de la France, dans laquelle, je le redis, l'exécutif et le chef de l'exécutif, depuis 8 ans, a couvert, par sa présence, la grande dérive. Et moi, j'ai trop envie de voir mon pays se redresser pour appeler un sursaut national. Et le sursaut national, ce n'est pas des petits calculs de comptoir, c'est une trajectoire, en effet, avec un chef qui pose les choses. Parce que si c'était pour poser ces 5 thèmes sur la table, bien, il fallait le faire au début. C'est-à-dire, lorsque le Premier ministre, Le Cornu 2, a déposé le projet de loi de finances, il expliquait qu'il y avait 5 priorités, qu'elle traversait ce budget et que donc il fallait les valider le plus possible. On arrive aujourd'hui, après un
400 et quelques à 1, et puis on dit tout à coup on remet 5 sujets pour en débattre, et pour une raison, à mon avis, assez simple. Parce que si on n'aboutit à rien, qu'est-ce qui se passe? On repart avec les crédits de l'année 2025. Et donc l'effort sur la défense nationale de 3 plus 3, c'est-à-dire de 6 milliards, vous l'oubliez. Et à un moment où le chef d'état-major des armées a fait des déclarations d'alerte, eh bien évidemment, ça veut dire que le tapis sur lequel le Premier ministre se trouve, eh bien en fait, il est en train de déraper. Mais moi, j'en ai assez. À partir de quand on va mettre la France en priorité? Et la France pour les Français. Enfin, bonsoir de sort, il faut arrêter ces jeux, ça suffit. L'instabilité, elle est là depuis la dissolution. On a une flopée, on a eu 160 ministres, mais on a autre chose à faire. Enfin, moi, mes concitoyens me le disent, les élus n'en peuvent plus. C'est exactement ce que vous dites. Donc, enfin, honnêtement, je commence à en avoir assez. Et aujourd'hui, il faut à la fois retrouver de la sérénité, et ça va être notre travail, y compris le mien, d'essayer de construire une trajectoire budgétaire, un effort. Et moi, je crois encore possible une sortie à l'issue d'une CMP, d'une commission mixte paritaire. Je crois encore possible. Après, il faut que tout le monde s'y mette. Et donc, soit on met la France d'abord en priorité, soit on met les intérêts d'aujourd'hui ou de demain. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité, je ne sais pas à quel niveau la placer, de Bruno Retailleau qui a décidé de quitter le gouvernement? On va l'écouter dans les colonnes du Parisien ce dimanche. Il nous dit « Ce budget, c'est le hold-up du siècle, c'est à la fois un hold-up fiscal, un hold-up social, un hold-up démocratique. Le PS a mis la main sur le gouvernement alors que la France n'a jamais été autant à droite. Son premier secrétaire, c'est le Premier ministre, Olivier Faure décide. Sébastien Lecornu, lui, s'exécute. » Écoutons la réponse, une partie de la réponse d'Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, qui était ce matin sur France 2 Télématin. Je ne crois pas que les Républicains soient passés dans une opposition farouche. Il y a un président de parti qui n'est plus au gouvernement et qui, comme parfois les présidents de parti, a tendance à simplifier les choses. Et je pense les simplifier un peu au-delà de ce qu'est la réalité. Je ne pense pas que Bruno Retailleau pense au fond, lui, vraiment, que ne pas avoir de budget est une solution pour la France. Et c'est vrai que là aussi, si je me place du côté de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui, il y a quelques semaines, comptaient Bruno Retailleau dans les rangs de ce gouvernement aux côtés d'Amélie de Montchalin, il y a aussi un petit déficit de compréhension quand même, Jean-François Husson. Je ne vais pas vous dire que tout est parfaitement clair et limpide, lisible, compréhensible par tout un chacun, mais je veux simplement redire quelle est la manière dont le Sénat a travaillé depuis plus de 3 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pardon de vous interrompre, je repose la question que j'ai posée avant de donner la parole, de lire ce verbatim dont vous notez. Il a une petite part de responsabilité dans la difficulté, dans le chaos dans lequel on est maintenant, à l'instant T. Vous ne pensez pas que tout le monde a une part de responsabilité? Tout le monde a une part de responsabilité. Il ne faut pas s'exonérer. Et donc, mais aujourd'hui, qui exerce aujourd'hui la responsabilité majeure? Le président de la République, avec un gouvernement qui, selon l'article 20, détermine et conduit la politique de la nation. Ben écoutez, quand je vois un Premier ministre qui dit ce matin qui pose 5 nouvelles priorités en plein débat budgétaire, on n'a pas commencé... Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Les nouvelles priorités de Sébastien Lecornu, alors qu'on a à peine réussi à examiner la moitié du budget, c'est un peu surprenant. Anne-Charlène. Moi, j'essaye de sous-titrer un peu votre question en me demandant si finalement, vous parlez de Thomas Hugues Couramment, finalement. On va voir, vous allez me dire si la traduction est bonne. Mais est-ce que, finalement, quand on parle de responsabilité personnelle de Bruno Retailleau, au fond, ça, on ne peut pas sonder les cœurs, mais la question est de savoir si finalement, ici, étant donné qu'on est dans une majorité sénatoriale plutôt dirigée à droite, où il a une voix qui est particulièrement entendue, est-ce que le Sénat ne va pas, dans cette lecture-là du budget, être l'écho d'une forme de durcissement de la position personnelle du groupe LR et de la majorité centriste LR? C'est plus ça la question. Est-ce qu'on ne va pas le diriger contre le gouvernement, ce moment de lecture? Écoutez, moi, je vais vous répondre par l'illustration de l'année passée. L'année passée, on a débusqué la dérive des comptes publics. 2 temps, 2 missions dans lesquelles on a pointé du doigt des dérives, dont d'ailleurs aujourd'hui je constate un peu avec, comment dirais-je, dépit qu'ils finissent par s'entretuer entre eux, là, ceux qui étaient aux affaires. Qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier? On a été dur sur le constat. Et néanmoins, est-ce que ça nous a empêchés d'essayer de travailler pour trouver des solutions? Pourquoi je pense qu'il faut faire ça? Et le Sénat l'a fait l'année dernière. On a fait une contribution cette année, au début de l'été, qu'on a remise à François Bayrou, qui d'ailleurs est, pour une part, reprise dans la copie du gouvernement. Donc on met le Sénat met l'intérêt du pays
en premier, et vous avez toujours observé que le président du Sénat et la majorité sénatoriale, tout en faisant entendre des points de désaccord, y compris parfois avec le rapporteur général, mais l'idée, c'est de remettre la France en priorité absolue. Bon. Valérie Lecap, derrière la critique de Sébastien Lecornu ce matin, sur le perron de Matignon ou d'Amélie de Montchalin, il y a les ambitions présidentielles, pas seulement de Bruno Retailleau, des uns et des autres. Ils pointent notamment LFI et le Rassemblement national, dans l'espèce de tragicomédie à laquelle on a assisté à l'Assemblée. Non, mais pour le dédouaner, la situation de Sébastien Lecornu est absolument impossible à tenir. Parce que il a d'un côté les enjeux personnels de Marine Le Pen et surtout de Jordan Bardella. Il a le cataclysme que nous promet Jean-Luc Mélenchon. Il a cette espèce de majorité qui n'a pas de nom, qui n'existe pas, avec un Édouard Philippe qui demande la démission du président de la République, avec un Gabriel Attal qui prend du recul par rapport à tous les autres. Il ne peut discuter avec personne. Son meilleur ami en ce moment, ça a l'air d'être Olivier Faure, étrangement, parce qu'il a décidé que c'était le seul groupe qui pouvait aider à... Alors, juste très rapidement. Le Sénat, oui, vous faites votre travail de sérieux et de penser au pays et à une situation idéale et comment on fait si on était dans un pays idéal. 2, vous avez du mal quand même à intégrer, me semble-t-il, la réalité de la situation politique à l'Assemblée nationale, parce que la première chose qu'a dit Gérard Larcher, c'est, excusez-moi, on annule la suspension de la réforme des retraites. OK, donc vous êtes sûr d'avoir une censure du Parti socialiste. C'est le seul point sur lequel vous êtes sûr d'avoir une censure du Parti socialiste à 100%. Si Lecornu a une censure du Parti socialiste, tout explose. Dissolution, élection avant les municipales, enfin une catastrophe nationale. Donc j'ai un peu envie de dire que chacun mette un peu d'eau dans son vin, et les sénateurs aussi. Tous, on les respecte considérablement, on connaît votre compétence et on connaît votre intérêt du pays, mais il faut un principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a le seul consensus qui existe, hormis LFI et le RN dans ce pays aujourd'hui, ou alors on est dans la catastrophe, c'est qu'il faut que le gouvernement continue, ne saute pas. Parce que s'il saute... Donc est-ce que vous aussi, vous êtes capable, sénateur, de faire le pas pour arriver... Parce que la commission mixte paritaire, si vous n'avez pas la suspension de la réforme des retraites, vous ne pouvez pas l'imposer, en fait. Jean-François Husson, simplement, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On ne peut pas l'imposer. Il l'a dit, Larcher, dans une je cherche à n'imposer rien à personne. Je pense que les débats qui vont avoir lieu, moi je fais le pari que ça peut ouvrir des portes. Pardon, mais ce sont 2 textes différents. La commission mixte paritaire sur la question de la réforme des retraites, c'est mercredi. Non, il y a 2 choses. Bien sûr, ça c'est mercredi, c'est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout de suite, on va refaire tout le calendrier. Simplement, on va refaire un calendrier. Voilà, dans le projet de loi de finances, je pense que dans les débats, moi je vois la présentation que j'ai faite ce matin des orientations, je pense qu'il y a de la place et de l'espace. Des voies de compromis. Bon, vous vouliez je pense et j'espère surtout. Lesquelles vous verrez. Isabelle Tisse-Saint-Jean, et puis ensuite on déroule le calendrier grâce à Quentin Calmet. Je voulais intervenir pour dire que l'exercice est d'autant plus difficile qu'il y a un certain nombre de contraintes supplémentaires, outre la nécessité de la réduction des comptes publics, du redressement des comptes publics, et qui sont à la fois les efforts en termes de défense et un certain nombre de contraintes financières qui s'inscrivent de manière urgente, étant donné le contexte géopolitique, environnemental, etc. Donc on a une équation qui est particulièrement compliquée. Et dans un temps court. Et dans un temps très court. Ceci étant, moi je trouve quand même que cette première partie de débat, qui effectivement laisse nos concitoyens alors absolument sidérés avec des milliards, des amendements qui volent des dizaines de milliards, ils comprennent absolument plus rien. Je pense qu'ils comprennent absolument plus rien. Enfin, j'imagine. C'est terriblement anxiogène. C'est terriblement anxiogène. Mais pour nous aussi. Malgré tout, je trouve que ça a quand même, cette discussion a permis, effectivement, comme vous le disiez, de faire apparaître les positions de chacun. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a effectivement, outre la question de la trajectoire, il y a des options différentes. Et qui sont assez fondamentales et qui sont... qui mériteraient un vrai débat apaisé, posé, etc. Et c'est là où, effectivement, il ne peut y avoir de budget que dans un espèce d'accord
de front républicain. C'est vraiment de cet ordre-là que ça peut être, avec des mesures qui feront plaisir ni aux uns ni aux autres, mais c'est que dans cette situation-là qu'on arrivera à sortir une situation budgétaire. Il faudrait bannir de nos dictionnaires pendant 2 mois les mots ligne et rouge. Je pense que je suis d'accord, blanche, jaune, ce serait un bon moyen de peut-être faire avancer la discussion. Beaucoup de réactions de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Je vais vous en donner 3 et puis on va y répondre dans la foulée grâce à nos chroniques et éditoriaux. Gabriel de Paris, est-ce que recourir à la loi spéciale n'envoie pas un mauvais signal au marché et aux Français sur la crédibilité financière du pays? Ça, c'est un très bon thème. On va l'aborder. Constant, qui nous écrit de Bretagne, plan de Coët. Je me demande si tout ça n'est pas prévu depuis le début pour que le Sénat débroussaille le budget et que le Cornu ait quand même ce qu'il veut. Je ne suis pas sûr que Jean-François Husson sera d'accord avec cette idée. Agnès de Saint-Malo, si le Sénat vote sa propre copie, est-ce qu'on peut quand même changer quelque chose après? Ça tombe bien, on va répondre à toutes ces questions. Et on commence avec Quentin Calmet pour parler du calendrier tout de suite. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Donc ce projet de loi de finances, on l'a dit, qui est examiné en commission des finances et les débats vont pour de bon commencer jeudi ici au Sénat. Voilà, on le rappelle Thomas, il y a bien 2 textes budgétaires examinés en parallèle chaque automne au Parlement. Nous sommes à un point d'étape, le Premier ministre a dit à mi-parcours ce matin du marathon budgétaire, peut-être au premier tiers seulement. Le Sénat qui va s'emparer donc jeudi 27 novembre du budget de l'État, après son rejet en première lecture dans la nuit de samedi à dimanche par les députés. Les sénateurs qui devraient voter sur la première partie, la partie recettes, la semaine prochaine, le 4 décembre, c'est jeudi prochain. Puis ils commenceront ce que les députés n'ont pas du tout examiné, les budgets de chaque ministère, mission par mission, et cela se fait sur 9 jours. Les sénateurs qui doivent donc voter sur l'ensemble du projet de loi de finances le 15 décembre prochain. Oui, et puis on pouvait le voir sur notre antenne cet après-midi. En ce moment, le Sénat examine le budget de la sécurité sociale. C'est donc l'autre texte budgétaire, le budget de la Sécu. Les députés n'avaient adopté que le volet recettes de ce budget. Ils ne sont pas allés au bout de l'examen du texte en première lecture. Depuis une semaine, ce budget de la majorité sénatoriale a été complètement réécrit par la majorité de la droite et du centre au Sénat. Le vote sur l'ensemble du texte aura lieu au Sénat mercredi, avec a priori demain après-midi et le soir, le débat sur la suspension de la réforme des retraites de 2023, une promesse du Premier ministre au groupe politique de gauche, mais dont la majorité de la droite et du centre ne veut pas entendre parler. Et alors, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, une fois la lecture dans chacune des 2 chambres du Parlement terminée une première fois, il y a l'étape de la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui doivent tenter de s'entendre sur une même version du texte. Pour ce qui est du budget de la sécurité sociale, cette CMP est prévue pour mercredi soir. Il y a donc peu de chances pour les 14 parlementaires de se mettre d'accord sur une même version du texte. Auquel cas, nous repartons sur une 2e lecture dans chacune des 2 chambres, mais sans davantage de garantie qu'un compromis entre les groupes soit possible. Même chose pour le projet de loi de finances, peu de chances que l'Assemblée parvienne à un accord politique. C'est pour cela que beaucoup de responsables évoquent l'hypothèse d'une loi spéciale qui permet de tenir quelques mois avant de voter un budget. Autre solution, le recours aux ordonnances. Pour l'heure, le gouvernement refuse de choisir ces 2 solutions, préférant croire à un compromis lors de la 2e lecture des textes budgétaires. La date limite pour parvenir à un vote est fixée par la Constitution au 23 décembre, si l'on compte les 70 jours depuis le dépôt à l'Assemblée nationale de ce projet de loi de finances. Merci beaucoup Quentin. Et alors je me tourne tout de suite vers vous Anne-Charlène, parce que, alors je crois que vous avez déjà un peu répondu à cette question sur ce plateau, mais comment vous dire que les débats nous donnent ce sentiment parfois d'être dans une roue, un peu comme des hamsters qui tournent dans la roue, et donc que va-t-il se passer après la discussion budgétaire au Sénat? Dites-nous tout. Et vous savez quoi Thomas, je vais essayer de vous redire la même chose avec des options différentes. Ah très bien. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette question. D'abord pour affiner un peu le constat de l'imbroglio, pour qu'on le comprenne, et pour vous ouvrir les pistes de solutions. Alors d'abord sur les constats, le Sénat, on le sait, est le nouvel arbitre des élégances. Après le rejet de l'Assemblée nationale sur la partie recettes,
fait, il faut bien comprendre que la copie est blanche. Le Sénat peut relire tout le texte, proposer, amender, couper. Et il n'y a pas beaucoup à espérer de cette lecture en termes de compatibilité avec celle de l'Assemblée nationale, on l'a compris. On a affaire à une chambre plutôt située en majorité centre-droit, avec la position compliquée de Bruno Retailleau qu'on a détaillée, et surtout une chambre, je crois pouvoir le dire de manière assez affirmative, mais vous me corrigerez, attachée à la rigueur budgétaire. On le sait, c'est la chambre qui parle d'insincérité du budget quand même depuis 2021, donc quelque chose qui va forcément imprimer une ligne très différente de ce qu'on a eu à l'Assemblée nationale. Bref, on sait aussi que la tradition au Sénat, c'est de voter, même quand les délais sont très courts. Typiquement, en 2023, avec la réforme des retraites, on va quand même jusqu'au bout du texte, quitte à abandonner les amendements, quitte à avoir du vote bloqué, on va au bout. Et donc, on en arriverait à la commission mixte paritaire qui pourrait être le huis clos de Jean-Paul Sartre, en quelque sorte, c'est-à-dire l'enfer c'est l'autre et on va vivre 48 heures comme ça à rester crampé sur ses positions, sauf si on dégage un compromis, mais ça reste très hypothétique. Bon, alors si on se projette vers quelques solutions possibles. Alors admettons que la commission mixte paritaire ne soit pas conclusive, et bien dans ce cas-là, on reprend une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, quelques jours, vous l'aurez compris, pour trouver encore un sens du compromis sans grand espoir, et peut-être donc le fameux dernier mot de l'Assemblée nationale. Encore faut-il, pour cela, deux préalables. Que l'Assemblée nationale propose son histoire, sa lecture, une version des choses. Et pour le moment, on sait qu'avec le rejet, on n'en a pas à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est quand même le premier temps. Et surtout, que l'Assemblée nationale puisse rédiger quelque chose en comptant, peut-être sur le bras du PS, mais avec l'abstention des LR qui sera dans une situation où le Sénat aura plutôt été cornérisé, donc avec, à mon avis, pas la meilleure propension à être dans le compromis. Il reste que voilà la seule piste pour le vote, on va dire, normal, dans la procédure normale. Alors après, il y a les solutions exceptionnelles. Elles ont été évoquées très rapidement par Quentin. Oui, exceptionnelles, et j'en rajouterais même une. C'est-à-dire que moi, j'en vois trois dans les solutions exceptionnelles. La première, on le sait, ce sont les ordonnances. Encore que d'ailleurs, si on voulait ajouter à la subtilité, les ordonnances sont à peu près très difficilement possible en matière de loi de financement de la sécurité sociale, mais en matière de loi de finances, ça risque de braquer le Parlement, même si, à mon sens, peut-être que le Premier ministre pourrait choisir certains amendements à la lecture, mais on voit bien qu'on serait quand même dans une solution particulièrement brutale. Pour l'article 49, alinéa 3, c'est là ma troisième voie. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il était oublié de tout le monde, Sébastien Lecornu s'est assis dessus, sauf que, à mon avis, c'est la seule solution pour arriver à contenter tout le monde, puisque vous n'avez plus à voter pour, vous avez à ne pas voter contre, ce qui a quand même l'habitude d'étendre un petit peu les esprits, et notamment celui du Parti socialiste, qui, à mon sens, à l'heure actuelle, peut-être commence à revoir les choses de ce côté-là. Peut-être aussi que, et c'est la troisième option, on en a parlé, on peut aller au-delà du 31 décembre, et dans ce cas-là, on a la loi de finances spéciale avec, soyons honnêtes, des rustines, finalement, on appelle loi de finances spéciale, on appelle ça une forme de pont. On peut continuer donc jusqu'à l'épuisement des combattants, puisque l'idée, c'est que la loi de finances spéciale ne fait que diviser en 12 mois, en 12e, des petits bouts du budget de l'année dernière, jusqu'à ce qu'on arrive à un vote. Donc on repousse l'échéance. En résumé, vous l'aurez compris, aucune des procédures ne m'apparaît viable en l'état des forces politiques. Il faut mesurer deux éléments. La force de la menace du 31 décembre dans l'opinion, dans le cénacle parlementaire. Est-ce que justement on prend assez au pied de la lettre cette idée d'aller au bout de l'année et au-delà de l'année? Et la force aussi de la menace du recours aux procédures exceptionnelles dont on a parlé. Est-ce qu'elles font encore peur aux oppositions? Est-ce qu'on n'a pas dans tout cet embrouillamini perdu un petit peu l'opinion dans la cuisine parlementaire? Et je voudrais juste terminer par un rappel d'histoire. 1955, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vote en août l'intégralité du budget. En mai, on a tout juste réussi à voter la partie du budget de la défense. Vous voyez que toute ressemblance avec la circonstance actuelle pourrait tout à fait exister. Et on s'est mis d'accord donc le 6 août 55 pour voter le budget. Il faut faire attention au retour de bâton de l'histoire. On pourrait avoir plus mal que prévu, à mon avis. Effectivement, merci beaucoup. Anne-Charlène, je vous ai parlé du 49.3. Je veux bien qu'on y consacre plusieurs minutes tout de suite. Et je vais vous proposer une archive récente. On est le 3 octobre dernier. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui se félicite de cet abandon du 49.3. C'est évidemment une revendication que nous avons posée depuis longtemps et qui correspond à une vraie évolution de la pratique institutionnelle. Renoncer au 49.3, c'est accepter l'idée que désormais, c'est le Parlement et lui seul qui aura le dernier mot. Valérie Lecable, je commence avec vous parce que c'est le thème de votre dernier article sur le journal Point Info.
Ce jour-là, finalement, Olivier Faure, est-ce qu'il ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Est-ce qu'il n'a pas ouvert un piège dans lequel il est en train de tomber? Si, il s'est complètement trompé, c'est complètement évident. Anne-Charlène vient d'en faire exactement la démonstration. C'est que et les ordonnances et la loi spéciale sont catastrophiques. Parce que la loi spéciale, elle revient au budget de 2025, donc pas de suspension de réforme des retraites, pas d'augmentation des taxations, pas d'augmentation du budget de la défense, donc c'est une catastrophe sur toute la ligne. Et 38 jours complètement perdus à faire rien du tout. Rien retenir. Et à altérer encore un peu plus l'image des politiques. Alors, sauf si elle était provisoire pour gagner janvier-février, comme François Bayrou l'avait fait avant, et non définitive. Mais à ce moment-là, se repose la question qu'il faut quand même voter un texte. Donc, ce n'est pas une solution en soi. Les ordonnances, comme vous l'avez dit, on n'a aucune expérience, on ne sait pas du tout où on va, c'est extrêmement casse-gueule, et je ne pense pas que qui que ce soit ait envie de l'utiliser. Donc, très évidemment, il reste le 49.3. C'est quoi les avantages du 49.3 ? C'est que, comme on se l'est dit tout à l'heure, Sébastien Lecornu, il a toutes les positions de tout le monde maintenant. Il a exactement chaque détail de chaque mesure, de chaque amendement, avec chaque vote de chaque personne. Donc, s'il est un peu malin, il peut prendre ce qui a fonctionné, les amendements qui ont fonctionné, et qui correspondent à une trajectoire acceptable, parce que je pense que là-dessus, il n'a pas de désaccord avec le Sénat, bien au contraire, faire une espèce de boulgui-boulga avec tout ça, et présenter un texte... Pas trop qui lui éloigné, garantit une non-censure. Pas trop éloigné du temps des municipales, qui va être quand même à un moment, il faut voter aux municipales. On ne va pas retarder la date des municipales, ça serait une catastrophe. On ne va pas dissoudre au moment des municipales pour faire une campagne des élections législatives qui reporterait les municipales. On ne peut pas envisager des choses aussi compliquées. Et tout d'un coup, le 49.3, qui était quelque chose d'antidémocratique et qui était un hold-up du gouvernement, va devenir la meilleure façon d'assurer la démocratie, d'intégrer les desiderata des uns et des autres au maximum, d'éviter de demander à l'opposition de voter un budget qui n'est pas le sien, parce que ce n'est pas possible. Le budget, quand vous le votez, vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous ne pouvez pas demander à l'opposition de voter un budget. En revanche, vous pouvez lui demander de ne pas le censurer, ce qui n'est pas du tout la même chose, ou de vous abstenir. Ce qui est l'objectif là, Olivier Faure, c'est d'obtenir l'abstention des écologistes et des communistes, parce que s'ils votaient contre, il y a un risque de censure trop important. Donc le temps qui reste là, il est consacré à essayer de convaincre les derniers récalcitrants de ne pas voter à la censure. Vous aurez le mot de la conclusion, Jean-François Husson, mais une question, Isabelle Tisse-Saint-Jean, sur l'impact de ce qu'on est en train de vivre quand même sur les marchés financiers, les agences de notation, l'image et l'avenir de l'économie française. C'est pas neutre. L'incertitude, c'est quelque chose que l'économie n'aime pas beaucoup. Donc c'est effectivement... Alors même s'il y a un effet quand même de décalage dans le temps de la décision, par exemple sur l'investissement, on se rend compte que il y a des décisions qui sont en suspens, mais après ça peut être pris. Mais enfin là, comme on est dans un contexte économique particulièrement compliqué au niveau international, c'est particulièrement malvenu. Donc l'incertitude, c'est pas bon. Alors la question de votre auditeur sur la loi spéciale, le risque de la loi spéciale. Le mauvais signal que ça envoie au marché. Voilà, les marchés, effectivement, alors il faut arrêter faut quand même reprendre un tout petit peu de temps pour dire que le discours qui a été tenu à un moment sur le FMI est aux portes, c'est la catastrophe, etc. C'était un discours qui était absolument catastrophiste. On a une situation sérieuse, il faut redresser les comptes publics. On est malgré tout protégé, paradoxalement, par le fait d'appartenir à l'Europe et d'avoir la BCE. Même si, attention, il y a un effet dont on ne parle pas du tout, qui est assez technique, mais qui est très très important, qui est ce qui se passe sur les politiques monétaires et sur l'inflation. On a une inflation plus basse que le reste de l'Europe. Et la politique monétaire de l'Europe est adaptée au reste. Et du coup, ça aussi, ça nous contraint. Après, les risques sur les marchés financiers, c'est pas du certain. Donc, ils sont, et effectivement, ils le disent, c'est ce que disent les agences de notation. Le premier truc qui pointe, c'est l'instabilité politique. Ça. Ils veulent un cap et de la stabilité politique. Donc, c'est sûr qu'il faut sortir de cette situation. Je vous interromps parce qu'il nous reste une question. Alia de Versailles, 149.3. Est-on incapable de faire avancer un budget? Qu'est-ce que ça envoie comme signal pour notre système démocratique? À vous le mot de la conclusion,
comme prévu, Jean-François Husson. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ce 49.3, qui est un outil de la Constitution? Vous en revenez au début de mon propos. Oui. Je trouve pour le moins hasardeux, et en tous les cas, ça conduit à un échec, et c'est un échec démocratique puissant, et je le dis, c'est quand même aussi un constat d'échec du chef du gouvernement. On ne se prive pas, parce qu'on peut penser qu'on sait mieux faire, qu'on est plus malin, plus habile. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils aspirent à ce qu'on retrouve du calme et à ce qu'on redonne des perspectives. Donc je le redis, pour le coup, c'est peut-être ma conclusion, je demande à tous les élus, tous les niveaux de responsabilité, au gouvernement et maintenant chez nous, aux sénatrices et aux sénateurs, de faire preuve du sérieux qui est nécessaire parce que nos concitoyens, je le pense, ne nous donneront pas une chance supplémentaire. J'avais déjà tiré la sonnette d'alarme au moment de l'envolée de la taxe carbone. Malheureusement, les faits m'ont un peu donné raison. Mais j'entends cette lassitude et cette exaspération de nos concitoyens. Moi, je veux pouvoir les regarder sans avoir honte du travail qu'on fait et sans leur faire honte. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre peut-être plus de valeur, de sentiments et d'affect. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver une envie et une fierté, celle de redresser les comptes pour faire réussir notre pays au bénéfice des Français. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Valérie Lecam, on vous lit dans le quotidien, le journal.info. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.